Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du cours Introduction à l'économie politique proposé par Better Study. Aujourd'hui, on va parler des agents économiques. Alors, qu'est-ce qu'on entend par agent économique? Pour vous tenir informé des nouveaux cours et exercices corrigés de Better Study, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche. En fait, l'agent économique, ou bien appelé aussi acteur économique, est un intervenant sur le marché ou bien dans le domaine économique en général. Les économistes, et en particulier les comptables nationaux, parlent de cet agent économique appelé aussi les unités institutionnelles par les comptables nationaux. Vous avez les ménages qui sont des unités de consommation par définition. Les ménages, c'est des personnes qui proposent des facteurs de production, tels que le capital, le travail, la terre. Bien évidemment, ce sont des unités de consommation. Ce sont à la base les consommateurs de biens et services. Le deuxième agent économique, c'est les institutions sans but lucratif au service des ménages. On va juste les définir tout à l'heure. Ce sont des institutions dont le but n'est pas un but lucratif déclaré et qui sont au service tout simplement des ménages, des consommateurs et de la population. Troisième agent économique, c'est l'administration publique et les assurances sociales. La tradition en Suisse, c'est le regroupement de l'administration publique et des assurances sociales. Dans la définition de base de la comptabilité nationale, cet agent-là forme deux agents, tout simplement. On sépare entre l'administration publique et les assurances sociales. Donc on aura l'administration publique comme un agent, et puis les assurances sociales comme un deuxième agent. Le quatrième agent, ce sont les entreprises non financières, biens et services, marchands non financiers. Ce sont des unités de production, bien évidemment, mais de services non financiers. Et puis, vous avez les intermédiaires financiers. Autrement dit, les entreprises financières telles que les établissements bancaires de crédit, les entreprises d'assurance, la Banque nationale ou la Banque centrale en général. Cela fait partie aussi de cet agent économique. Et puis, vous avez le reste du monde, c'est-à-dire les autres pays avec lesquels on échange des biens, des services et bien évidemment des moyens financiers. Juste pour un petit peu expliquer les institutions sans but lucratif au service des ménages. On dénombre dans cet agent économique, par exemple, les associations, les partis politiques, les syndicats, les fondations, et puis les églises et les autres organismes. Le but ici, affiché de ces intervenants, n'est pas un but lucratif, mais en fait, ces institutions-là offrent des biens et services à la population dans un but tout simplement de servir. On peut parler aussi des facteurs de production. Tout à l'heure, j'ai cité les ménages comme source principale des facteurs de production. Les économistes regroupent les facteurs de production généralement en trois catégories. Les facteurs de production, ce sont les éléments qui entrent dans le processus de production de biens et services. On trouve la terre. La terre, ça veut dire les ressources naturelles, l'air, l'eau, le gaz, le pétrole, les terrains, etc. Et vous avez ce qu'on appelle le capital. Mais il faut peut-être dire le capital physique. Il s'agit bien évidemment des biens d'équipement, tels que les machines, les outils, les bâtiments, les véhicules, les ordinateurs, les centres de réseau, centres de communication. Ce sont les biens durables utilisés dans la production. Il ne faut pas confondre le capital physique comme étant le capital financier, l'argent. Parce que l'argent n'est pas un facteur de production tant qu'il n'est pas transformé en biens d'équipement, en bâtiments, en véhicules, en machines, etc. Vous avez le troisième facteur de production. Il s'agit bien évidemment du travail. Alors le travail, il faut le comprendre comme la force de travail à la fois manuelle et intellectuelle qu'on peut mesurer par personne, par heure, par quantité apportée à la production, tout simplement. Ces éléments-là, ces facteurs de production, sont rémunérés par capital physique, par les intérêts par exemple, le travail par le salaire, la terre par le prix du bien, etc. On parle aussi de secteur économique pour un petit peu distinguer l'activité de production. Généralement, dans la comptabilité nationale, les comptables nationaux parlent de trois secteurs économiques majeurs. Le secteur primaire, c'est-à-dire tout ce qui regroupe l'agriculture, la sylviculture, l'arboriculture et tout ce qui est lié à la terre. Et puis, vous avez le secteur secondaire. Ce secteur-là regroupe les industries, le bâtiment, le génie civil et le secteur tertiaire, appelé aussi le tertiaire. C'est le secteur qui regroupe les services, y compris le commerce. Par exemple, le commerce de détail et le commerce de gros, etc. Une idée sur la part de chacun de ces secteurs dans la production nationale du pays. On mesure la production nationale du pays par ce qu'on appelle le PIB. Le secteur primaire était un secteur très important dans les années d'après-guerre. Mais ce secteur-là a perdu beaucoup de son importance au profit des autres secteurs, et en particulier le secteur tertiaire.
En Suisse, par exemple, vous avez l'agriculture, la sylviculture, l'arboriculture, la pêche, qui offrent une production de 4,440 milliards, par exemple, pour l'année 2017. C'est-à-dire une part très petite dans les 668 milliards de PIB. Vous avez l'industrie, le bâtiment et le génie civil, 165,384 milliards de valeur de production. Bien évidemment, la part la plus importante revient au secteur tertiaire, le secteur des services. Nous continuons, dans ce cadre-là, des concepts importants. On parle généralement de déficience économique. Lorsqu'une économie augmente le bien-être d'un individu sans réduire celui d'un autre, on dit que l'économie est déficiente, ou bien fonctionne d'une manière déficiente. Mais de l'autre côté, on a les sources dites d'inefficacité ou bien d'inefficience de l'activité économique. D'abord, vous avez ce qu'on appelle la concurrence imparfaite. La concurrence imparfaite est définie par une forme de marché qui n'est pas parfaite, c'est-à-dire où vous avez une partie des intervenants qui peuvent influencer l'évolution des affaires et des activités économiques. On reviendra plus tard sur cette notion en l'alliant bien évidemment à ce qu'on appelle l'économie de marché en concurrence parfaite, qui est la référence des économistes dans ce cadre-là. Vous avez ce qu'on appelle les externalités. Les externalités sont des activités qui génèrent des coûts ou bien des avantages. Le principal auteur, le principal producteur de ces activités-là, soit il supporte un coût, soit il fait des dommages aux autres sans que cette externalité soit prise en considération. On reviendra sur cette notion plus tard. Vous avez ce qu'on appelle les biens publics. Les biens publics peuvent être suggérés, proposés par les autorités publiques. Ces biens, en fait, le marché ne les produit pas d'une manière efficace et qui satisfait la population. Vous avez ce qu'on appelle la notion du coût d'opportunité. C'est la valeur du bien ou du service auquel on a renoncé lors d'un choix. Si vous avez deux choix à prendre, une décision entre deux alternatives, le coût d'opportunité d'une alternative, c'est le coût de l'alternative que vous avez laissé de côté, c'est-à-dire que vous n'avez pas choisi. Une autre notion très importante, c'est ce qu'on appelle le cycle conjoncturel. Le cycle conjoncturel, par définition, est une succession de phases d'activité économique. On voit bien évidemment des hausses et des baisses de l'activité économique. Et généralement, on essaie de définir le cycle conjoncturel par la succession de 4 phases. Une phase dite d'expansion, une phase dite déclinante, de récession, et une phase d'expansion qui suit un peu le déclin ou la récession. La succession de phases, par exemple lorsque l'économie est relancée, l'activité économique est sur la bonne trajectoire. Ça veut dire qu'on a une augmentation de l'activité économique. Et cette activité économique, elle est mesurée par la production nationale d'un pays, c'est-à-dire le PIB réel. Alors la phase d'expansion, c'est une phase où l'activité augmente, la production augmente évidemment, et le risque, c'est que l'on va tomber sur une situation dite de surchauffe économique, où vous avez un pic qui est atteint par l'activité économique. Le risque principal de cette surchauffe économique, c'est tout simplement l'inflation. L'économie peut tomber aussi dans une situation dite de déclin, de récession, où l'activité commence à baisser. Il y a une sorte de stagnation. Évidemment, le résultat de tout cela, c'est l'augmentation du chômage, c'est-à-dire les gens qui perdent leur boulot ou leur travail, et on commence à entrer dans une situation économique un peu difficile. Si la situation se développe dans cette direction-là, on peut tomber dans ce qu'on appelle une dépression. Un économiste a eu l'intelligence de définir une récession et la distinction entre une récession et une dépression. La récession, c'est lorsque mon voisin est tombé au chômage, et la dépression, c'est lorsque mon voisin et moi-même nous tombons au chômage. À travers des politiques économiques, on peut relancer l'activité économique. Donc, cette succession de phases d'expansion, de surchauffe, de déclin, de récession, voire de dépression, puis de nouveau d'expansion, les économistes appellent ça un cycle conjoncturel qui désigne évidemment les fluctuations de l'activité économique à court terme mesurées par la variation du PIB. Vous avez un schéma ici qui vous donne un petit peu l'idée sur l'évolution du PIB réel, autrement dit du cycle conjoncturel, de la conjoncture en Suisse depuis 1920 jusqu'à 2008. Vous avez des moments comme par exemple la Grande Dépression dans les années 30, la Deuxième Guerre mondiale, la première récession de l'après-guerre, c'est-à-dire les années 1950. Après, vous avez la crise pétrolière des années 1973 et quelques autres récessions telles que la bulle immobilière au début des années 90, puis la bulle Internet en 2000. Vous avez aussi la bulle financière de 2008, ce que l'on appelle les subprimes. Et là, ça continue. Ça montre bien l'évolution de l'activité économique mesurée par le PIB réel. Merci.
Thank you.